Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politicía sur Africa 24 à l'occasion de la fête de la libération au Rwanda qui commémore chaque 4 juillet la victoire du Front patriotique rwandais mettant fin au génocide de 1994. Nous nous intéressons à un sujet central sur la sécurité et la coopération régionale au Rwanda. Le pays met en avant des enjeux de sécurité liés à la présence de groupes armés à sa frontière avec la République démocratique du Congo, notamment le M23. Kigali insiste sur la nécessité de protéger les communautés tutsi congolaises et de lutter contre les menaces transfrontalières. Ce dossier soulève des défis importants de bon voisinage avec la République démocratique du Congo. Malgré plusieurs initiatives de paix, les tensions persistent avec des implications humanitaires et régionales majeures. Nous analysons ces questions de sécurité, les positions des acteurs et les perspectives de coopération régionale avec nos invités. En studio, nous sommes en compagnie du docteur Arsène Zambo, consultant en gouvernance. Merci d'être avec nous. Le plaisir est mien. Nous sommes également en compagnie du professeur Franck Ebogo, internationaliste et géostratégiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là. Et en duplex depuis Paris, nous sommes avec un analyste politique, Kervin Maïzo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda réaffirme son soutien aux médiations en cours tout en dénonçant les sanctions prises à son encontre. Les détails dans ce reportage de la rédaction d'Africa 24. Après plusieurs années de tensions et de combats dans l'est de la République démocratique du Congo, les initiatives diplomatiques se poursuivent pour tenter de ramener une paix durable dans la région. Les processus de Luanda, Nairobi, Doha et plus récemment l'accord de Washington constituent désormais les principaux cadres de négociation. Les autorités rwandaises disent soutenir ces efforts qu'elles considèrent comme la meilleure voie pour résoudre durablement la crise. Nous accordons une pleine confiance à ce mécanisme africain. Pour capitaliser sur les progrès diplomatiques réalisés en 2025, il est primordial que l'Union africaine s'implique dans l'exécution de l'accord conclu. Les accords de Washington et de Doha, étant d'ores et déjà entérinés et signés, sont désormais irréversibles. Notre priorité actuelle est d'amorcer la phase opérationnelle, un processus au sein duquel l'Union africaine devra assumer une responsabilité prépondérante. Les autorités américaines ont annoncé cette semaine de nouvelles sanctions visant plusieurs acteurs miniers du secteur rwandais qu'elles accusent de contribuer au financement du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises n'ont pas encore réagi à ces nouvelles mesures, mais elles ont toutefois à plusieurs reprises estimé que les sanctions ne constituaient pas une solution durable aux défis sécuritaires de la région. Concernant les sanctions, la question de leur légitimité doit être posée en priorité, une réflexion qui dépasse le cadre du Rwanda pour s'appliquer à d'autres contextes. Il arrive que ces mesures soient dirigées contre la partie la moins généreuse au bénéfice de celle qui offre davantage. En effet, la perspective de gains supérieurs dans une région donnée peut conduire à favoriser cet acteur, même s'il porte la responsabilité des torts. Malgré les avancées diplomatiques enregistrées ces derniers mois, les défis restent nombreux sur le terrain. Le comité mixte de surveillance a réaffirmé son soutien à la mise en œuvre de l'accord de Washington ainsi qu'aux discussions de Doha, considérées comme complémentaires dans la recherche d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous regardez Politicía sur Africa 24. Commençons par les enjeux de sécurité et la situation sur le terrain. Docteur Arsène Zambo, comment expliquer la résurgence du M23 en 2021-2022 dans le contexte des préoccupations sécuritaires du Rwanda? Il faut évidemment convoquer l'histoire. Tout ce qui se déroule entre la période que vous avez mentionnée ne peut être dissocié d'un ensemble de phases qu'on a observé précédemment, avec les difficultés à mettre en œuvre un ensemble d'accords qui avaient été précédemment passés. Le M23 2009, évidemment en lien avec le Congrès national pour la défense du peuple qui mute en M23 en 2012. On a vu tout ce qu'il y a eu comme résultat et incidence depuis la présence à Goma, puis le retrait, une meilleure préparation, une réapparition en 2021. Il faut évidemment comprendre que le contenu
des négociations, des discussions, du dialogue n'est peut-être pas agressé en intégralité par rapport aux attentes qui sont formulées. Et donc cette résurgence tient compte d'un ensemble de revendications qui sont notamment revenues avec insistance, la réintégration, les garanties de réintégration dans le cadre du mécanisme des amendes d'immobilisation et réinstallation de plusieurs ex-combattants dans les forces congolaises, un ensemble de garanties qui, du point de vue du M23, n'était pas rempli. Et puis, n'oublions pas le principal narratif ou le récit qui est mis en avant, notamment le Front démocratique pour la libération du Rwanda, dont on estime que les efforts du Congo, enfin sous la perspective du M23, les efforts déployés par la République démocratique du Congo ne semblent pas satisfaire ou présenter des garanties en cas de retrait. Donc, on peut évidemment constater que toute cette sophistication, toute cette performance observée et cette résurgence du M23 est en quelque sorte une réaction à un déficit de leur part, une impression de non-satisfaction quant aux accords qui ont été passés après plusieurs processus de négociation et de dialogue. Professeur, de votre point de vue, comment expliquer la résurgence du M23 depuis ces nombreuses années? Alors, le docteur a planté le décor. Il a tout à fait raison de dire que il y a eu des négociations, l'accord je crois, du 23 mai 2009, qui n'a pas été suffisamment suivi des faits, puisque le CNDP revendique le fait que le gouvernement congolais n'a pas respecté cet accord-là. Et donc, du coup, même si militairement, le M23 a été défait en 2012-2013, on a eu cette période d'accalmie de 8-9 ans, est revenu parce que les enjeux ont changé. Et il y a eu mutation des acteurs. Et il y a eu de nouveaux enjeux qui sont apparus sur le terrain et qui font qu'à partir de 2021, avec justement l'alliance du fleuve Congo, dans deux mouvements qui vont se mettre en place et qui vont nous rendre ces M23 plus forts, évidemment avec le parrain rwandais qui est derrière. Donc il faut quand même dire que même si les acteurs sont globalement les mêmes, il y a les soutiens, de nouveaux soutiens qui se sont ajoutés et les enjeux géopolitiques sont devenus encore plus tenaces sur le terrain. Ce qui explique donc le fait que l'AFC M23 est devenu plus puissant que le mouvement rebelle qu'on avait à la fin des années 2010 et qui montre qu'aujourd'hui, le règlement de cette crise déborde sur les initiatives locales. Peut-être qu'on va revenir dessus dans la suite de l'émission. Kervin Maïzo, dans quelle mesure la prise de Goma en janvier 2025 a-t-elle modifié le rapport de force régionale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Je n'ai pas compris la dernière partie de la question. J'ai quand même une idée générale, vu que j'ai entendu une bonne partie. Je suis loin et puis bon, il y a Zoom qui saute légèrement. Alors, quand on parle de la sécurité régionale, dans quelle mesure on peut trouver une solution? Je pense que les uns et les autres devraient faire preuve de bonne foi pour que cette guerre cesse. Pourquoi y a-t-il guerre à l'est de la République démocratique du Congo? C'est parce que c'est un pays éminemment riche, lequel pays a toujours été convoité par des puissances occidentales, généralement les anglo-saxons, ce qu'on appelle les Five Eyes, avec à la tête desquels se trouvent les États-Unis. C'est ces pays qui arment certains pays voisins comme des proxys pour subjuguer la République démocratique du Congo et exploiter à faible frais les minéraux que regorgent ces pays. Vous savez, c'est un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB de l'Union européenne et des États-Unis réunis. Ça, c'est potentiellement, et c'est dans beaucoup de rapports. Et les multinationales occidentales ont toujours décidé de mettre mes basses sur eux. Du coup, on s'est arrangé que le Congo soit toujours dirigé par des sous-traitants des Occidentaux, pas des dirigeants visionnaires, pas des dirigeants qui vont comme des PDG d'une certaine qu'on appelle République démocratique du Congo, où tout le monde pouvait venir se servir. N'oubliez jamais à la conférence de Berlin, sur la conférence de Berlin,
sur le bassin du fleuve Congo et Niger. L'objectif, c'était organiser la libre circulation et l'accès libre au bassin du fleuve Congo aux puissances qui étaient autour de la table. Donc, le Rwanda, c'est un sous-traitant des Occidentaux. Alors, généralement, chaque fois que le Rwanda agresse le Congo, c'est-à-dire que le Rwanda viole la résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33 général des Nations Unies, qui définit l'agression, pour ne pas tomber ou pour ne pas engager sa responsabilité internationale, le Rwanda se sert toujours des paravents congolais pour faire passer cette agression extérieure comme étant une rébellion interne. Et cela a commencé avec l'AFDEL, ensuite il y a eu le CNDP, ensuite, non, l'AFDEL, le RCD, un rassemblement Rassemblement des Congolais pour la démocratie, ensuite il y a eu le CNDP et le M23 première version et ensuite le M23 deuxième version. Même modus operandi, le Rwanda agresse pour ne pas engager sa responsabilité internationale, fait passer une marionnette congolaise avant et prétend que c'est un mouvement congolais et le Rwanda n'est là que pour aider. Mais en réalité, en fait, le Rwanda, quand on regarde les textes, c'est vraiment une agression. Ce n'est pas une rébellion ou un problème politique comme on cherche à le faire passer. Docteur, comment analyser le rôle des milices Wazalendo dans le maintien ou l'aggravation des combats dans le Massissi? Alors, peut-être essayer de globaliser un peu plus la question pour ne pas la restreindre à un groupe rebelle particulier. Parce que l'une des contingences dans la manière d'agresser le conflit en République démocratique du Congo, en lien évidemment avec le Rwanda, c'est tenir compte de la pluralité des acteurs qui interviennent. Ce qui parfois est peu dit ou non dit, c'est qu'il y a plus d'une centaine de mouvements rebelles qui opèrent dans l'est de la RDC, les Maï-Maï qu'on pourrait également citer en parallèle. Évidemment, chacun d'entre eux a une densité d'action et de conséquences en termes d'intervention qui parfois peut permettre qu'il soit le plus en vue, comme on analyse le M23 aujourd'hui. Mais en réalité, de par votre question, je ramène la réponse en disant que cette intervention ou c'est l'interprétation qu'on pourrait faire d'un groupe détaché, en réalité pourrait quelque peu biaiser la lecture globale de la situation en RDC. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans la mise en œuvre d'un ensemble d'accords politiques et la crise de confiance qui revient beaucoup sur table, la non-application d'un ensemble de résolutions est fondamentalement liée au fait que il ne s'agit pas simplement d'une situation qui va être résorbée par un dialogue entre deux acteurs aujourd'hui. On parlerait des forces régulières de la République démocratique du Congo, les forces armées régulières, et puis le M23. Il y a un ensemble d'acteurs qui peuvent, dans le sens de l'intervenant que nous avons eu tout à l'heure, être considérés comme un ensemble de proxy, c'est-à-dire des sous-traitants qui se greffent, même si après les démarcations idéologiques, les objectifs et puis la situation géographique peut différer sur le terrain. Mais en réalité, les ressources minières apparaissent évidemment comme le point majeur, outre un ensemble de questions qu'on va aussi retrouver en interne, des frustrations qu'on a dans les forces armées, quand on parle d'enjeux évidemment, c'est la reconversion sociale et professionnelle qui plus ou moins est contestée dans la mise en œuvre des accords politiques. Qu'est-ce qu'on fait des anciens rebelles? Que deviennent-ils? Et puis peut-être dans le périmètre assez réservé du politologue, tout ce qui entrerait dans l'économie de guerre, des personnes qui à un moment donné ont été habitués à trouver leurs intérêts ou leurs nécessités sociales quotidiennes dans la conflictualité avec aucun mode alternatif de vécu social. En réalité, on ramènerait tous les enjeux que vous souhaiterez comprendre à toutes ces dimensions qui n'est pas que le propre du groupe rebelle que vous situez, mais qui s'inscrit dans la globalité de plus de 150 acteurs qu'on retrouve dans la région et qui participent de toute l'instabilité que nous observons. Professeur, quels sont selon vous les principaux obstacles à l'application du mécanisme de vérification conjointe élargie signé à Montreux? Alors, ce qu'il faut comprendre à la suite de la question que vous avez posée à mon brillant collègue est que vous avez un conflit particulier, d'ailleurs un conflit très complexe, qui rappelle la configuration de ce que techniquement on a appelé
la première guerre mondiale africaine en 1997, vous aviez des acteurs étatiques, dont des armées étatiques, qui étaient alliés à des formations non étatiques. C'est à peu près ce schéma que nous avons actuellement avec ce conflit qui se déroule à l'est du Congo. Vous avez d'un côté des États, vous avez les forces armées de la RDC qui se battent d'un côté et qui ont ce qu'on appelle des proxys, les Wazalendo et bien d'autres groupes locaux qui soutiennent les forces armées parce que c'est une armée faible qui ne peut pas recourir à un maillage total du territoire et qui doit donc s'appuyer sur des alliés locaux. Et de l'autre côté, vous avez l'armée rwandaise. D'ailleurs, il a été prouvé dans des rapports qu'il y a un peu plus de 2000 militaires rwandais qui combattraient à l'est de la RDC et qui s'appuient donc maintenant sur des proxys, notamment le M23 et bien d'autres formations des milices Tutsi. Dans cette ère, donc pour défendre un certain nombre d'intérêts. Donc on peut dire effectivement qu'il s'agit d'un conflit très complexe qui met en scène à la fois des acteurs étatiques et des formations militaires non étatiques, donc se battant plus ou moins pour des buts. Des buts qui ne sont pas toujours conciliables. Alors, si vous pouvez revenir peut-être sur la question que vous avez posée. Quels sont les principaux obstacles à l'application du mécanisme? Oui, les obstacles sont nécessairement liés aux intérêts des acteurs sur le terrain. Chaque fois que vous avez des blocages, c'est tout simplement parce que les acteurs sur le terrain ne trouvent pas que les intérêts sont suffisamment garantis dans les différents accords de paix. Et vous avez vu par exemple que chaque fois qu'un accord de paix est pris, est signé, il y a toujours, ces accords de paix sont assortis de menaces. Chaque fois, l'ONU ou bien la communauté internationale menace ce qu'on appelle les forces négatives, c'est-à-dire tous ces acteurs-là qui ne vont pas respecter ou bien qui font obstacle à la mise en œuvre pleine de ces accords. Évidemment, les menaces dans des sanctions. Il y a évidemment aussi le procureur de la Cour pénale internationale qui a eu à menacer un certain nombre d'acteurs d'enquêter sur ce qui se passe réellement. Et cela peut déboucher sur des arrestations et la comparution devant la Cour internationale, la Cour pénale internationale. Donc, ces blocages-là, vous allez toujours vous rendre compte qu'il y en a qui se nourrissent, n'est-ce pas, d'une économie de guerre. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que la situation sur le terrain perdure, parce que cela sert les intérêts. Et que s'il y a évidemment une mutation dans le théâtre géostratégique local, ils vont perdre des situations de rente. Donc ils feront tout pour que ce conflit-là puisse perdurer. Et vous avez bien vu que aujourd'hui, le Rwanda est, j'allais dire, exportateur des minerais qui ne produit pas. C'est véritablement un paradoxe. Et vous imaginez bien que le Rwanda et même aussi ses alliés sous-locaux de la sous-région, tant pour moi, feront tout pour ne pas perdre ces privilèges-là. Si je peux allez-y en quelques minutes. sur un élément complémentaire outre le jeu des acteurs, c'est que du point de vue de l'observation juridique d'ailleurs, la plupart de ces mécanismes conjoints souffrent d'un calendrier clair en termes de structuration. On connaît leurs objectifs, c'est une incitation en termes de plaidoyer pour la paix et le dialogue inclusif entre les parties, mais le calendrier qui devrait en réalité alimenter les rencontres en termes de suivi, évidemment fait défaut, qui sous un prisme institutionnel, cette symbolique est assez défaillante. Et on a d'ailleurs entendu le ministre des Affaires étrangères rwandais revenir sur l'incitation, l'interpellation de plusieurs acteurs à se joindre au mécanisme afin que non seulement les rencontres soient régulières, mais que tout ce qu'il y a comme élément de consolidation dans les accords politiques trouve d'autres mécanismes de mise en œuvre, notamment des accords parallèles ou des accords d'implémentation. Ça, c'est prévu par exemple dans les accords de Washington, qui auraient un ensemble de mécanismes de suivi et d'implémentation de pratiquement 30 points qui ont été évoqués. Quand on fait l'évaluation aujourd'hui, à la veille de la célébration à l'objet de cette émission, on se rend évidemment compte que ce n'est pas toujours ou simplement la crise de confiance entre les acteurs, mais aussi du point de vue de la mécanique juridique, il y a un ensemble d'éléments qui nécessitent d'être consolidés. Mais évidemment, c'est le propre des accords politiques. Il faut rester flexible pour éviter que les acteurs ne se sentent contraints.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu restent en proie aux affrontements entre l'armée congolaise et plusieurs groupes armés. Dans le M23, un reportage de la rédaction d'Africa 24. Ce samedi 3 janvier 2026 à Kinshasa, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté à la presse nationale et internationale 7 militaires rwandais et 8 civils capturés lors d'opérations dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Selon les autorités congolaises, ces arrestations constituent de nouvelles preuves de l'agression dont la RDC serait l'objet en lien avec le mouvement rebelle M23. Le conflit dans l'est du pays a déjà provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes et les affrontements récents ont entraîné 74 civils tués et plus de 80 blessés selon l'ONU. La République démocratique du Congo affirme que la maîtrise de ses frontières et la sécurisation des populations restent une priorité absolue, tandis que le M23 continue de représenter une menace majeure pour la stabilité régionale. La RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. Derrière ces événements se dessinent des enjeux régionaux complexes. Le gouvernement congolais accuse l'armée rwandaise d'intervention directe ou indirecte, ce qui, selon la République démocratique du Congo, constitue une violation de la souveraineté nationale et compromet les récents efforts de paix. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte où le M23 avait déjà capturé Goma en janvier 2025, provoquant un exode massif des civils. Malgré les accords de cessez-le-feu et les initiatives de paix, les combats se poursuivent et la présentation de ces prisonniers s'inscrit dans une stratégie d'information visant à documenter et dénoncer les interventions extérieures. Le Rwanda, de son côté, a rejeté ces allégations, les qualifiant de mises en scène, illustrant ainsi la dimension politique et médiatique qui accompagne le conflit sur le terrain. En dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la signature de l'accord de Washington le 4 décembre 2025, le Rwanda maintient jusqu'aujourd'hui son armée sur le territoire congolais. Malgré les appels répétés au cessez-le-feu et aux négociations régionales, les violences dans l'est de la RDC continuent de fragiliser la vie des populations locales. Les combats entre l'armée congolaise et les groupes rebelles entraînent des déplacements massifs, compliquent l'accès à l'aide humanitaire et mettent en lumière les difficultés sécuritaires dans cette région. La République démocratique du Congo affirme sa détermination à défendre la souveraineté nationale et à protéger ses citoyens, tandis que les acteurs régionaux et internationaux suivent de près les évolutions sur le terrain. Vous regardez Politicien. Kerbin Maizo, pourquoi l'Alliance Fleuve Congo s'est-elle imposée comme la structure politique dominante autour du M23? Parce que au niveau de l'opinion publique congolaise, comme je vous avais dit au début, chaque fois que les Rwandais agressent, ils utilisent le paravent congolais. Et au niveau de l'opinion publique congolaise, s'il y a quelque chose qui fait presque l'unanimité, c'est que la population congolaise aborde, ce qui est normal, le comportement du Rwanda dans le territoire congolais. Donc, si un mouvement est estampillé, soutenu ou poussé par les Rwandais ou utilisé par les Rwandais comme marionnettiste ou comme marionnette, les mouvements, l'opinion publique congolaise ne supporte pas. Donc, il fallait créer une section politique pour congoliser cet aspect de mouvement soutenu et aidé, armé, équipé par l'extérieur. Donc, l'aile politique est dirigée par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, donc l'Alliance du fleuve Congo. Pourquoi le fleuve Congo? Parce que c'est la colonne vertébrale du pays. C'est le fleuve qui traverse presque toutes les provinces du Congo. C'est une espèce de dénominateur commun du pays. Mais Alliance Fleuve Congo aussi parce que au bord du fleuve Congo à Kinshasa, il y a l'hôtel, c'était l'ex-hôtel Kempinski, qu'on appelle l'hôtel Fleuve Congo, où, en tout cas, à Kinshasa, ils avaient commencé à se réunir pour préparer leur déplacement vers le Kivu, donc vers l'est du pays. Ils ont dit, Fleuve Congo, ça va parler à tous les Congolais. Fleuve Congo, en souvenir de l'hôtel du fleuve Congo,
qui se trouve à Kinshasa et pour vraiment congoliser le M23 qui paraît beaucoup trop proche du Rwanda. Vu comme cela, on peut aussi dire que les M23 et l'AFC, c'est l'aile politique, comme la plupart des mouvements. Si vous êtes en Irlande, vous allez avoir un mouvement militaire qui est l'aile politique. Si vous allez chez les Basques en espagnol, il y a toujours un mouvement militaire avec une aile politique. Et à l'est du Congo, c'est presque mutatis mutandis, presque la même chose. Réaction, professeur? Oui, je crois que le correspondant depuis Paris dit quelque chose qui est tout à fait pertinent parce que chaque mouvement armé a besoin, n'est-ce pas, d'une aile politique avec laquelle qui la représente et qui peut discuter sur le plan international avec les autres partis. Dans le cas d'espèce, il était question que le M23 désarme et devienne un groupe politique. Mais comme le M23 ne peut pas désarmer, ne veut pas désarmer, eh bien, il a donc choisi, n'est-ce pas, un groupe politique pour le représenter lors des discussions en international et autres. Donc, et cette, j'allais dire, faction politique donc, qui est dans l'Alliance du fleuve Congo, en réalité porte les aspirations de ce mouvement armé. Et cela rend encore la situation complexe parce que il va falloir résoudre deux problèmes en réalité. Le premier problème, désarmer le M23, et le deuxième problème aussi sera, n'est-ce pas, de revoir le statut même de cette alliance-là, l'Alliance du fleuve Congo, parce que c'est une formation qui a vocation à être politique, mais en réalité qui ne respecte pas les lois et règlements du Congo, parce qu'on ne pouvait pas avoir une formation politique qui travaille pour la désunion et qui travaille qui est en intelligence avec l'ennemi. Donc je crois que cette situation-là est très complexe. Il va falloir résoudre donc deux problèmes. D'abord revoir le statut de l'AFC au thème de ce conflit-là. Est-ce qu'ils vont muter véritablement en formation politique et donc renoncer à un agenda qui viserait, n'est-ce pas, à renverser le pouvoir en place et avoir un agenda congolais, j'allais dire congolais, et de l'autre côté des armées, le M23 qui est un proxy du Rwanda. C'est une situation vraiment très difficile et complexe. Avant de conclure cette première partie, nous prenons également votre réaction, docteur. On est dans un système de complexité, c'est-à-dire que la situation est telle qu'on puisse la lire dans les deux sens. On a un mouvement politique qui recherche une branche militaire pour consolider sa légitimité. Donc, la lecture peut être l'AFC qui sollicite le M23. Et à l'inverse, sous le prisme des proxys aussi, on pourrait avoir le M23 qui cherche un adossement politique. Et là, cette fois, va trouver un élément, un terreau fertile par l'AFC. Donc, la mécanique est organisée à telle enseigne que ce ne soit que le brouillage permanemment qui peut revenir dans les analyses et qui fasse en sorte qu'en fin de compte, on puisse toujours vouloir avoir un penchant soit pro-rwandais dans le cas de l'analyse, soit pro-congolais. Mais c'est une vieille ritournelle, une vieille stratégie qui remonte même aux exigences du Congrès national pour la défense du peuple, parce que l'un des objectifs était également sa mutation, sa transformation en parti politique, et cela n'a pas abouti, en reprenant d'ailleurs un élément d'analyse du professeur, parce que dans les canons, les exigences qui étaient formulées, on n'avait pas le sentiment qu'il s'agirait d'un parti politique au sens politicien du terme, qui aurait des bases, qui conquérait le pouvoir, l'exercerait et le transmettrait. Il y a eu dans cette spirale beaucoup de suspicions qui font qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette complexité. Mouvement politique qui cherche une branche armée au mouvement armé qui cherche une branche politique. Bref, c'est la situation. Madame, Monsieur, nous prenons une pause et nous revenons dans un instant pour la suite de Politicia sur Africa 24. Nous
sommes de retour sur le plateau de Politicía consacré à la sécurité et la coopération régionale au Rwanda. En République démocratique du Congo, la société exploitant la mine de Twangiza accuse les rebelles du M23 d'avoir dérobé près de 500 kg d'or depuis la prise du site en mai 2025. Un reportage de Philomène Tin. Depuis mai 2025, la mine d'or de Twangiza, dans le sud du Kivu, en République démocratique du Congo, est passée sous le contrôle du M23. Ce groupe rebelle, accusé d'être soutenu par le Rwanda, aurait dérobé 500 kg d'or selon l'entreprise Twangiza Mining, une cargaison estimée à plus de 70 millions de dollars. À cela s'ajoute la perte de 5 millions de dollars en matériel, ainsi que des actes de destruction et de déplacement forcé de populations locales. Cette prise de contrôle est dans la continuité du pillage des régions Est de la République démocratique du Congo, où les mines changent souvent de propriétaires. Les grands perdants a toujours été les trésors publics congolais au profit des États de la région ou d'acteurs privés. L'entreprise minière envisage de saisir la justice congolaise et des instances internationales d'arbitrage pour réclamer réparation. Cette prise de contrôle s'inscrit dans un contexte plus large où plusieurs gisements miniers stratégiques tombent entre les mains de groupes armés. Déjà en 2024, l'ONU alertait sur la mainmise du M23 sur la zone de Rubaya où le groupe percevait près de 300 000 $ par mois en taxes illégales. Le risque pour le secteur minier formel est inhérent à la propagation de la guerre qui favorise le pillage des mines au fur et à mesure que les territoires sont colonisés par la guerre, ce qui explique l'entrisme des États-Unis dans les négociations de paix Congo-Rwanda où le médiateur s'empresse de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des minerais stratégiques à l'instar de l'Union européenne dans le but ultime de sécuriser l'approvisionnement formel de ces minéraux. Face à cette escalade, la diplomatie régionale tente de reprendre la main. Le 14 octobre 2025, un mécanisme de suivi a été mis en place en vue d'un possible cessez-le-feu entre la RDC et le M23. Si le Rwanda continue de nier tout lien avec les rebelles, de nombreux rapports d'experts des Nations Unies et de gouvernements africains évoquent un soutien logistique et militaire au mouvement. Un défi sécuritaire, économique et humanitaire pour la région des Grands Lacs. Professeur, dans quelle mesure les accords de Washington de 2025 ont-ils échoué à répondre aux préoccupations de sécurité du Rwanda tout en préservant la souveraineté de la RDC? Alors, je vais prendre le contre-pied du président Trump qui disait que c'est le meilleur accord de paix qui était signé dans la sous-région, qui était assorti d'un certain nombre d'investissements concernant notamment les minéraux du Congo. Alors, bon, j'ai toujours trouvé que cet accord-là, et même l'accord de Doha, sont des accords en réalité qui ne pouvaient pas marcher pour une simple raison, c'est que ce sont des accords qui ont été signés hors de l'Afrique. Parce que l'Union africaine l'a toujours dit, il faut des solutions africaines aux maux africains. Et il y a eu l'accord de Rwanda qui a eu à capoter parce que visiblement l'Angola qui pilotait, qui avait été mandaté par l'Union africaine, avait bien vu qu'il y avait des résistances locales. Il y a eu également l'accord de Nairobi qui n'a pas marché, qui n'a pas prospéré, même s'il y a eu le rapprochement entre la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais c'était des initiatives endogènes, locales, qui pouvaient prospérer parce que il y avait des intérêts qui étaient des intérêts locaux, les pays de la sous-région étaient impliqués, les pays de la sous-région avaient intérêt à s'engager dans une solution de paix. Mais lorsque vous avez des acteurs extérieurs, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Et on a bien vu que ces accords, lorsque vous regardez d'ailleurs la mine du président congolais, il était énervé. Il avait l'air défait, il n'était pas satisfait, mais
il fallait faire semblant. Et vous avez bien vu que lorsqu'il est rentré, il a quand même pris un peu de distance par rapport à ce qui avait été décidé à Washington. Donc pour me résumer, toutes les initiatives qui seront exogènes, qui n'impliqueraient pas l'Union africaine ou bien les communautés économiques régionales, que ce soit la SADC, l'AEC ou encore la CAC, c'est-à-dire toutes ces organisations sous-régionales dans lesquelles qui regroupent le Rwanda, peut-être même l'Ouganda ou encore la RDC. Je crois que c'est dans ces cadres-là qu'on pourra trouver une solution durable à ce conflit. Kerbin Maizo, comment interpréter la lettre du leader de l'Alliance Fleuve Congo à Marco Rubio en mai 2026, accusant Washington de partialité? On peut accuser Washington de partialité, mais ce n'est pas Washington qui officiellement est responsable. C'est Washington, disons, l'État profond, si vous voulez, les multinationales anglo-saxonnes ont tiré les ficelles de la situation dans laquelle on se trouve. Et que si on regarde bien les accords, l'arbitre n'était pas qu'un arbitre, il fait partie intégrante des accords à telle enseigne qu'on s'est retrouvé devant une situation incongrue où le médiateur a tiré profit des accords qu'il a signés parce que c'est les États-Unis qui s'en tirent à très bon compte. Ils vont exploiter des minerais pour une durée indéterminée. On pense que c'est des accords amphithéotiques. Même s'ils ont prétendu qu'ils vont mettre 500 milliards de dollars, ils n'ont pas dit qu'ils les mettront dans le développement du Congo, mais ils ont précisé que c'est dans l'exploitation. C'est-à-dire pour exploiter, il faut des machines. Et si vous lisez bien les accords, il est dit que les minerais seront pris au Congo, creusés au Congo, extraits au Congo et le traitement, les raffinages et l'exportation se fera à partir du Rwanda jusqu'aux États-Unis. En filigrane, il y a la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. La Chine, un acteur majeur au Congo, que les États-Unis voudraient à tout prix et à n'importe quel prix défenestrer. Donc, ils ont utilisé ces accords en se mettant du côté du Rwanda pour se débarrasser de la Chine qui, à un certain moment, avait signé les accords minerais contre infrastructure avec le président Kabila. Donc cet enjeu-là, il ne faut jamais l'oublier. Alors, pourquoi les accords ne marcheront-ils pas et pourquoi on accuse les États-Unis d'être partiels? Bon, les Congolais disent que les Américains, en principe, selon l'entendement du président Félix Tshisekedi, c'était que les Américains allaient faire la guerre à la place des Congolais pour neutraliser le Rwanda, que les États-Unis, disons, le président rwandais a été formé, et que l'on sait bien que l'armée rwandaise, principalement anglo-saxonne. Mais on sanctionne, selon eux, où on sanctionne que certaines personnes, c'est dû au fait que le gouvernement congolais a accepté de signer un accord déséquilibré. Dans cet accord, par exemple, vous allez vous rendre compte que le nom de FDLR a été cité 33 fois. 33 fois. Et tandis que le M23, que 2 fois. Et 2 fois, lorsqu'il s'est agi de prodiguer des conseils sur des solutions pacifiques ou des négociations qu'il fallait faire avec déjà le M23. Premier déséquilibre. Deuxième déséquilibre, c'est que sur la table, les Congo donnent des minerais. Le Rwanda, qu'est-ce qu'il donne pour avoir droit au raffinage, au traitement et à l'exploitation de minerais? Le Congo donne son potentiel hydroélectrique et ses parcs naturels. Mais qu'est-ce que le Rwanda donne comme parc naturel ou comme potentiel hydroélectrique? C'est-à-dire que dans cet accord, c'est le Congo qui a tout perdu. Le Congo voit les Américains pour demander de l'aide. Mais au lieu de reconnaître que le Congo est agressé, on met les deux parties à égalité en disant que le Congo viole la résolution 3314 en hébergeant des l'air. C'est ainsi que fait que prendre des mesures défensives conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense. Or, quand on parle de FDLR, mais le génocide c'était en 94. Ils ont quel âge? Bon, maintenant ceux qui sont là, ce sont leurs enfants. Mais ces enfants-là, on doit arrêter avec cette histoire de responsabilité héréditaire. C'est-à-dire, si les parents ont commis un génocide, on doit aussi l'attribuer à l'enfant. Tout le monde, tous les...
Donc, on ne peut pas se servir de leur présence pour justifier une agression. Tantôt, c'est des FDLR que l'on traite, de populations qu'ils appellent rwandophones seraient maltraitées, mais si le Congo est en train de maltraiter sa propre population, de quel droit le Rwanda se mêle-t-il? Parce que demain, par exemple, le Gabon peut dire, bon, il y a des populations du sud Cameroun qui ne sont pas bien traitées par le pouvoir, bon, le Gabon va intervenir. Ou je ne sais pas moi, le Nigeria va dire, bon, les anglophones du Cameroun sont mécontents, alors le Nigeria intervient. Ah ben, le Tchad va dire, bon, au nom du Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Tchad... Donc, il y a toujours des prétextes qui changent, et s'il y en a qui doivent se plaindre d'impartialité, ce n'est ni le Rwanda ou le M23, mais c'est beaucoup plus le gouvernement congolais qui s'est humilié en signant un accord déséquilibré. Et je pense que du côté du Rwanda et du M23, c'est beaucoup de communication pour gagner du temps. Docteur, votre analyse sur cette accusation de Washington? Il est assez difficile de faire d'autres commentaires ou d'agrémenter les analyses après ce qui a été dit. Ce qui demeure, et je reviens dans la complexité pour apprécier la situation, c'est évidemment qu'il y a un ensemble de consortiums d'entreprises américaines qui ont des intérêts évidemment en République démocratique du Congo, dont on espérait évidemment la délégation du volet sécuritaire aux forces armées régulières de la République démocratique du Congo pour sécuriser tous les investissements américains en termes de structures et d'industries et d'entreprises exploitant les minerais, n'a pas trouvé une implémentation telle qu'espérée. Donc la réaction de Washington en termes de sanctions peut répondre à cela, c'est-à-dire on a des investisseurs, on se serait attendu évidemment à ce qu'il y ait un ensemble de mécanismes de garantie qui n'ont pas suivi. Mais dans l'autre sens aussi, si on veut rester dans la logique de proximité entre les États-Unis et le Rwanda en termes de système de transit tel que cela a été énuméré dans l'accord, on va quand même trouver une situation assez intrigante, une sorte d'imbroglio, parce que là on se demanderait comment est-ce qu'on parvient à sanctionner un allié, c'est-à-dire que s'il faut rester dans ce corridor d'explication, comment sanctionner le Rwanda qui pourtant dans la chaîne d'approvisionnement est le déterminant final par lequel va transiter tout ce qui concernera l'exportation après l'exploitation des minerais en République démocratique du Congo. Je crois que la constance permanente, c'est une sorte de flou permanente qui alimente le processus. Et donc, je crois quand même que la sanction qui tombe aussi, peut-être aussi, ça peut être une donnée assez informelle et qui essaie de vérifier. C'est peut-être aussi que du côté rwandais, on n'a pas fourni toutes les garanties nécessaires et que nous n'oublions pas que les groupes rebelles restent d'abord rebelles malgré les accords parfois informels ou formels qui les lient aux institutions ou à des États, ce qui peut avoir un ensemble d'exactions. Et peut-être ce à quoi on a assisté récemment avec cette entreprise qui a subi ce coût assez important, des millions de dollars qui vont rentrer dans l'économie de guerre et permettre de financer un ensemble de circuits. Ça peut être une sanction contre peut-être un engagement qui aurait été informellement pris dans le sens d'assurer une certaine sécurité. Et là, même si on est partenaire, on sanctionne le partenaire pour lui dire, écoutez, on se serait attendu à ce que vos bras alliés ou vos interlocuteurs ou vos proxys, selon l'expression qu'on utiliserait, assureraient un ensemble de mesures de sécurité. Mais comme on le dit, comme je le dis, je le soutiens, on ne peut rester en réalité que dans une navigation toujours floue en termes d'appréciation. Parce qu'a priori, quoi qu'il se passe, un partenaire ne sanctionne pas un partenaire de la sorte, si tant est-il que les liens formels sont établis. Quel rôle doit jouer la diaspora rwandaise en termes de sécurité qui se tient actuellement au Rwanda? Alors, la diaspora rwandaise, outre l'interpellation, la mobilisation, je crois qu'il y a un ensemble d'efforts importants qui doivent être consentis, consacrés à l'investissement dans le social, l'amélioration des conditions de vie, parce qu'il y a un volet, c'est vrai que c'est difficile de rentrer et réinvestir dans un contexte conflictuel, c'est parfois un peu trop en demander à la diaspora en termes de garantie au niveau local, comment est-ce qu'on fait pour investir, pour soutenir les confrères, les concitoyens, alors que le contexte
contexte ne le permet pas, ce serait envoyer des investissements en l'air. Mais je crois que déjà participer davantage à tout ce qui est dialogue inclusif, quoi qu'on dise, cela a sa portée. Je me félicite parfois de constater qu'il y a un ensemble de rencontres formalisées aujourd'hui d'interlocuteurs de la diaspora qui essayent de changer le narratif sur la perception qu'il y a sur le Congo. Mais ce qui a, à mon sens aussi, on n'est que dans le cadre de recommandations, ce serait vraiment essayer de participer à l'émergence d'économies locales qui fassent en sorte que les personnes impliquées dans tout ce circuit économie de guerre, ce sont d'abord des humains, ce sont des frères, ce sont des concitoyens qui n'ont pas d'autres alternatives que s'insérer dans le circuit d'informalité, de la criminalité, des conflits, parce qu'il n'y a pas un autre cadre. Et donc ça serait une autre piste. Je crois que les forums de la diaspora et les mouvements qui réfléchissent dessus ont des points dans ce sens dans leur cahier de charge, mais il faudrait davantage creuser pour penser à comment influencer la perception locale en donnant des moyens d'autonomisation au niveau local, avec un principal défi qui consiste à trouver comment le faire dans un contexte d'instabilité et d'insécurité. Professeur, dans quelle mesure un retrait vérifié des forces rwandaises du territoire congolais reste-t-il réaliste en 2026 pour améliorer la coopération régionale? Alors, je vais peut-être vous décevoir. Je ne vois pas comment le Rwanda peut chercher à renverser une situation qui lui est favorable. Même s'ils retiraient leurs forces, ils maintiendront sur place quelque chose, peut-être un groupe armé, peut-être une forme de pression, peut-être une zone démilitarisée, bref, quelque chose qui va continuer à servir les intérêts. Donc il n'est pas dans l'intérêt actuellement du Rwanda de se retirer du Congo sans contrepartie. Donc vraiment de manière réaliste, tout en étant objectif, je ne pense pas que le Rwanda pourra le faire sans contrepartie, sans s'assurer qu'il va continuer à bénéficier des ressources du Nord et du Sud Kivu. Donc je ne pense pas que, peut-être s'il y a une forte pression, non seulement sur le gouvernement, mais sur le président Kagame, qui pourrait être exercée directement par les Américains. Parce qu'il est probable, avec ce que les Américains ont fait pour le redressement du Rwanda après 1994, que si le président Trump s'y met, ainsi que les autres pays permanents, les États permanents du Conseil de sécurité s'y mettent, je crois que s'il y a suffisamment de pression, le Rwanda peut retirer, mais ils vont demander une contrepartie. Vous avez bien vu que l'accord de Washington faisait la part belle au Rwanda et ne résolvait pas véritablement le problème. Donc tout compte fait, je crois que le Rwanda fera tout pour s'en sortir à bon compte. Kevin Maizo, est-ce réaliste pour les forces rwandaises de se retirer du Congo en 2026? Je pense que si on regarde comment le monde fonctionne, on ne va pas demander, on ne va pas espérer que le Rwanda va se retirer. Il faudrait que le Congo se souvienne que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore un pays et exerce son droit souverain à se défendre. Il faut que le Congo, l'armée congolaise, soit réorganisée, équipée, disciplinée, extirpée de tous ces commandants rwandais qui squattent certains postes stratégiques pour militairement en finir avec cet aventurisme militaire du Rwanda au Congo. Pourquoi? Parce que pour le Rwanda, c'est une question de vie ou de mort. Regardez le budget du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays extrêmement pauvre. Il fait partie du top 9 des pays, contrairement à la communication, du top 9 des pays parmi les plus pauvres au monde. C'est un pays complètement enclavé, plusieurs collines, pas de chemin de fer, et comme c'est enclavé, donc il n'y a pas de port, contrairement par exemple au Kenya et à la Tanzanie à côté. Et c'est un pays qui prétend être le débouché pour le Congo, qui a une façade maritime, même si c'est 40 km, mais il y a quand même une façade maritime et 5 aéroports internationaux. Donc, les Rwandais, c'est un pays enclavé. Regardez leur budget. La moitié, pillage du Congo, la moitié, pillage du l'autre moitié, c'est l'aide internationale. Donc, si les Rwandais quittent le Congo, c'est l'effondrement économique direct
est totale, donc le Rwanda ne voudrait pas quitter le Congo. C'est ainsi que, comme ces pays, pas vraiment le Rwanda, mais le parti politique qui dirige le Rwanda, c'est l'UNAR, hein? Le FR, c'est les descendants de l'UNAR. Et l'UNAR a toujours joué ses rôles depuis les indépendances. C'est un parti politique qui avait refusé l'indépendance pour l'autonomie. Et ce sont les mêmes qui dirigent le Rwanda qui ont toujours été les proxys des Occidentaux. Ceux qui sont en train de demander au fait, aux États-Unis des garanties qu'ils auront toujours une profondeur stratégique au Congo et utiliser l'Est du Congo ne fût que sur le plan économique comme un vivier de matières premières ou une espèce de potion de survie, de gage de survie pour le Rwanda. Donc c'est un pays qui ne se retirera pas. Il faudrait que le Congo puisse prendre des responsabilités militaires pour y parvenir. Mais étant passé, je voudrais que tous les pays de la région puissent chercher la paix. Et ce sont des populations qui se connaissent, qui voyagent, qui sont parents. Je pense que dans un environnement apaisé, on peut aussi faire des affaires. Le Rwanda, par exemple, peut brandir un atout, par exemple, être un grand hub de service, au lieu d'être ces pays belliqueux. Les mêmes qui sont au pouvoir se sont battus en Ouganda, ils se sont battus au Rwanda, ils se sont battus au Burundi, ils sont maintenant au Congo, et ils sous-traitent leur sécurité au Mozambique, et en Centrafrique, au Sud-Soudan, et maintenant au Bénin. Ils prêtent non seulement des militaires, mais ils prêtent aussi leurs uniformes aux forces spéciales de certains pays. On ne va pas dire qu'au Mozambique, c'est leur expertise. On connaît quel pays occidental le Rwanda est en train de prêter l'uniforme. Et ces rôles-là peuvent retourner contre le Rwanda demain. Nous arrivons... non, juste en quelques secondes. Oui, je ne pense pas que la solution soit totalement militaire. La solution est davantage diplomatique parce que, d'ailleurs, le correspondant convient avec moi que militairement, pour le moment, le Congo n'a pas l'initiative. Donc je crois qu'il faudra beaucoup travailler sur le plan diplomatique pour faire suffisamment pression sur le régime rwandais. Alors, nous arrivons au terme de cette édition. Une dernière question pour vous trois, messieurs. À l'occasion de la fête de la Libération, comment le Rwanda utilise-t-il cet événement pour promouvoir son narratif de sécurité et de coopération régionale? Je commence avec vous, docteur. Évidemment, avec des contre-narratifs. Je vais plutôt partir sur la base des contre-narratifs. En estimant que toute la situation qui est présentée aujourd'hui, le Rwanda déjà se présente comme un État ouvert au dialogue. Vous avez suivi les propos du ministre des Affaires étrangères, disposé au dialogue inclusif, à la participation de plusieurs institutions, dont le rôle majeur de l'Union africaine qui a été cité, se présentant comme un acteur disposé au changement. Et en dehors de ça, un acteur qui conforte le fait que la plupart des engagements qu'il a consentis au niveau international sont en cours d'implémentation. Malgré ce qu'on a eu comme premier rapport de mise en œuvre de l'accord de Washington, il y a eu une réaction rwandaise tendant à affirmer évidemment que ce n'est que depuis décembre 2025, même s'il avait déjà été paraphé en juin 2025, il faut donner du temps évidemment à cet accord et il faut trouver dans les premiers éléments de diplomatie, de dialogue et d'invite à retourner à la table un narratif qui fait du Rwanda un État disposé à la paix. C'est une manière fort ingénieuse, diplomatique et symbolique de tirer avantage de la situation. Votre lecture, professeur? Oui, je crois que le Rwanda a beaucoup travaillé depuis 1994. Lorsqu'on parlait du Rwanda, on voyait la guerre civile, le génocide de 1994, les machettes et autres. Le Rwanda a beaucoup travaillé pour soigner son image sur la scène internationale. Vous voyez son investissement, par exemple, dans le domaine du sport, Visit Rwanda, que ce soit dans le domaine touristique. Et vous savez qu'il y a quelques années, le président Kagame avait été désigné par l'Union africaine pour piloter le train des réformes de l'instance continentale. Donc, ce qui montre que le Rwanda se positionne aujourd'hui, même si sur le plan démocratique il y a beaucoup de choses à dire, mais en termes de gouvernance économique, en termes de miracles économiques, le Rwanda se positionne comme un modèle et compte travailler dessus, n'est-ce pas, pour soigner son image sur la scène internationale. Et vous, Gawin? La première des choses, lorsqu'on négocie, on doit négocier de bonne foi. Au lieu de chercher toujours à demander à négocier avec les autres, le régime rwandais devrait commencer déjà
par négocier avec ses propres opposants, c'est-à-dire négocier avec les FDLR, négocier avec les opposants, où qu'ils soient, catégorie sociale, qu'ils soient des Hutus, qu'ils soient des Twa ou qu'ils soient des Tutsis, mais en tout cas qu'ils fassent un dialogue déjà entre eux, que le Rwanda devienne enfin une démocratie. Et ensuite, vous savez, on peut faire de la communication pendant 30 ans, ça ne va plus, ça ne devrait plus continuer. Je recommande aux téléspectateurs un excellent article, je crois que ça doit être Le Monde, mais s'ils tapent les titres, ils vont trouver Rwanda, mirage ou miracle. Et ils se rendront compte que, en matière de falsification de données économiques, en matière de falsification qui sont réellement, le Rwanda est passé maître. Donc, si on dit que le Rwanda est un modèle, alors on doit se poser aussi des questions sur le Botswana. Est-ce que le Botswana, ce n'est pas un modèle? Est-ce que la Namibie, ce n'est pas un modèle? L'Angola, à un certain moment, était le seul pays au monde à avoir réalisé une croissance économique de 14%. On peut reprocher des choses au Sénégal, mais est-ce que n'ont-ils pas atteint un certain niveau de développement? Est-ce que le Bénin n'a-t-il pas fait des miracles, ou le Ghana? Donc, moi, je pense que dire toujours que le Rwanda est un miracle, oui, c'est un pays qui est parti d'une situation extrêmement difficile, un génocide qui nous a blessés tous, puisque quand on tue un Rwandais, non pas parce qu'il a fait quelque chose, mais par ce qu'il représente, c'est comme toute l'humanité. Mais c'est servir maintenant de cet événement pour faire beaucoup de communication avec beaucoup de manipulation, c'est quelque chose qui ne passera plus à l'ère des nouvelles technologies, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, il faudrait que les Rwandais déjà négocient entre eux, qu'ils se mettent en paix entre eux, ensuite qu'ils viennent négocier avec les autres de bonne foi, parce que la région des Grands Lacs a besoin de paix. Des millions de morts, ça fait beaucoup, et c'est toute l'Afrique qui recule. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de Politicia. Nous remercions nos invités, le professeur Franck Ebogo, internationaliste et géostratégiste. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité. Nous remercions également le docteur Arsène Zambo. Merci d'avoir été avec nous. Tout mon plaisir. Merci également à vous, Kevin Maizo, d'avoir été notre invité. Plaisir peut-être de mon côté beaucoup plus. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine sur Africa 24. Super. Fin. Respiration.